Merci beaucoup, M. Body. Bonjour à tous. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'ostéoporose. Et pourquoi l'ostéoporose? Mais parce que les fractures ostéoporotiques sont un problème majeur de santé publique, car une fracture de fragilité augmente le risque d'une nouvelle fracture, avec un impact substantiel sur la qualité de la vie du patient et un risque très élevé de mortalité. L'ostéoporose, ce n'est pas une maladie rare, parce qu'une sur 3 femmes vont avoir une fracture ostéoporotique dans leur vie. Et le nombre de fractures augmente. Vous voyez ici une statistique qui a été publiée l'année passée. En 2019, on était à 4,3 millions de nouvelles fractures dans l'Union européenne. Et ce chiffre va monter à 5 millions en 2034. Vous voyez ici que l'incidence des fractures augmente avec l'âge. Et on sait bien que dans les dernières années, on a eu une augmentation de la population âgée, alors d'ici l'augmentation du nombre de fractures. Les fractures ostéoporotiques sont liées au décès. On a un quart de million de décès en Europe qui sont la conséquence directe d'une fracture de la hanche ou d'une fracture vertébrale. Et ce qui est important, c'est que cette mortalité est similaire à celle produite par des maladies cardiovasculaires, du diabète ou du cancer. Tout ça augmente évidemment les coûts pour le système de santé. Les chiffres étaient déjà très élevés en 2019, comme vous voyez ici, et ces chiffres vont augmenter de 25% en 2025. Ce qui est un peu étonnant, c'est que seulement 3% de cet argent est dépensé pour le traitement de l'ostéoporose. Alors, je vous ai déjà dit qu'une fracture de fragilité augmente le risque pour la fracture récurrente. Le risque est doublé dans la présence d'une fracture incidente. Et ce qu'on a vu, c'est que le risque il est très élevé dans les premières 2 années après la fracture. Et puis, le risque, il est constant, mais il reste quand même élevé par rapport à la population générale. Cette période de 2 ans, on l'appelle la période de fracture imminente. Et ce qui est important, c'est que les patients qui ont une fracture imminente sont des patients à très haut risque de faire une nouvelle fracture. Évidemment que toutes les recommandations disent qu'on doit traiter le traitement après la première fracture de fragilité. Pourquoi? Mais parce que le traitement peut réduire le risque de nouvelle fracture jusqu'à 70% pour les fractures vertébrales, jusqu'à 40% pour la fracture de la hanche et même jusqu'à 36% pour les fractures non vertébrales. Comment on fait le diagnostic de l'ostéoporose? On le fait toujours par une ostéodensitométrie. Vous savez tous qu'on regarde le BMD et le T-score. Si le T-score est moins de 2,5 déviation standard, on est dans le cadre d'une ostéoporose. Le diagnostic de l'ostéoporose, on le fait également par la présence d'une fracture de fragilité. Et dans les dernières recommandations de SBMR, ils disent clairement que pour un patient qui a plus de 65 ans, la fracture vertébrale ou la présence d'une fracture de la hanche, c'est le diagnostic de l'ostéoporose. Mais 50% de fractures apparaissent pour des personnes avec une BMD normale ou ostéopénique. Alors, il y a d'autres facteurs de risque qui sont impliqués dans le risque fracture. Ces facteurs de risque ont été repris dans les modèles de prédiction de fracture et j'ai mis ici les plus connus, c'est le modèle de Frax et le modèle de Garvan. Le modèle de Frax prédit le risque à 10 ans d'une fracture majeure ostéoporotique ou une fracture de la hanche et il prend en compte tous ces facteurs de risque, ça veut dire c'est l'âge, c'est le BMI, les antécédents de fracture, les antécédents familiales de fracture de la hanche, l'utilisation du tabac ou de l'alcool, le traitement par glucocorticoïdes, l'arthrite rhumatoïde et le BMD au niveau du fémur. Alors que le score de Garvan, c'est une prédiction du risque fracturaire à 5 ans. Il y a aussi en plus les chutes qui sont reprises dans le modèle. Le souci, c'est que les deux modèles ne prennent pas en compte le risque de fracture récente. Alors, on sait déjà que les patients avec une fracture imminente sont des patients à très haut risque de fracture. En 2020, le Belgian Boncard a publié les recommandations pour le management de l'ostéoporose en Belgique. Et ça se fait en fonction d'évaluation du risque fracturaire. Vous voyez bien ici que si le patient présente déjà une fracture majeure ostéoporotique dans les dernières 2 années, on est déjà à très haut risque de fracture. Par contre, si on n'a pas une fracture dans les dernières 2 années, si la patiente, parce qu'il s'agit de femmes en post-ménopause, si la patiente présente une ostéoporose selon l'ostéodensitométrie avec un T-score moins de 2,5 ou un Frax calculé à plus de 20% pour les fractures majeures ostéoporotiques et plus de 3 et 5 en fonction de l'âge pour la fracture de la hanche,
le patient est considéré à haut risque. Si ce n'est pas le cas, si on n'a pas une ostéoporose ou un score FRAX élevé, à ce moment-là, on est à bas risque. Pour traiter les patients, on a plusieurs classes de médicaments que vous connaissez bien sûr. La thérapie de substitution post-ménopause, on a les SERM, on a les antirésorptifs comme le biphosphonate oraux, alendronate, ibandronate, risedronate et le zolendronate qui est le biphosphonate en IV. On a le denososumab qui c'est un anticorps monoclonal avec une action bloquante de rangs ligand. Et on a la thérapie anabolique, et ici on a teriparatide, abaloparatide, qui sont des analogues de PTH, PTHRP, et on a la nouvelle molécule, le romosozumab, qui c'est un anticorps monoclonal qui bloque en fait la sclérostine. L'effet est différent sur les fractures vertébrales, non vertébrales et sur les fractures de la hanche. Les médicaments, je vous ai expliqué déjà les antirésorptifs, le denososumab et les deux thérapies anaboliques, on le connaît. La nouvelle molécule qui vient d'être remboursée en Belgique cette année, c'est le romosozumab. Et je vais vous présenter quelques études qui ont été faites avec. Alors, la sclérostine a une action de diminution de la formation osseuse par l'activation de corécepteurs VNT LRP5 et il y a une action d'augmentation de la résorption osseuse par l'augmentation de la production de l'angligand. Le denososumab, qui c'est un anticorps monoclonal qui bloque la sclérostine, aura alors un effet d'un côté de formation osseuse, d'un côté de diminution de la résorption osseuse. Il y a plusieurs études qui montrent l'efficacité de romosozumab concernant la masse osseuse, mais aussi l'incident de fracture. C'est l'étude FRAM. C'est une étude qui, dans la première année, compare en fait le romosozumab versus placebo. Et puis, à partir de 12 mois, les patients ont été traités tous par le denososumab. Vous voyez bien qu'il s'agit du BMD au niveau de la colonne vertébrale, qu'il s'agit du BMD au niveau de la hanche. On a une augmentation du BMD dès la première année comparative au placebo et cette augmentation se maintient dans la période de 24 mois et il y a une augmentation de 12,6% pour la vertèbre et 5,9% pour le BMD au niveau de la hanche. Cette gain de masse osseuse continue en fait ici jusqu'aux 24 mois. Aussi au niveau du fémoral neck, on a une augmentation de 6% et cette augmentation commence bien à partir de 6 mois de traitement. L'étude ARCH a comparé romosozumab versus alendronate et après 12 mois, les patients ont été traités tous avec de l'alendronate. On voit de nouveau bien qu'au niveau de la colonne vertébrale, on a une augmentation de la masse osseuse de 13,7% et cette augmentation se maintient jusqu'à 36 mois. Vous voyez bien qu'on est à 17% d'augmentation de masse osseuse. La même chose, on voit au niveau de la hanche, qu'il s'agit de la hanche totale ou de fémoral neck. On voit bien à 36 mois une augmentation significative du BMD dans le groupe traité par romosozumab comparatif avec le groupe traité par l'alendronate. Concernant l'incidence de fractures, on voit ici l'incidence de fractures vertébrales et on voit à 12 et à 24 mois une diminution de risque de fracture comparative romosozumab comparatif placebo, une diminution de 73% à 1 an et 76% à 2 ans. La même chose, c'est dans l'étude ARCH, le romosozumab versus alendronate. On a de nouveau une diminution du risque fracturaire qui est hautement significative entre les deux groupes à 12 mois et à 24 mois. L'incidence de fracture clinique est aussi significative dans l'étude ARCH, le romosozumab versus alendronate. Et si on regarde les fractures non vertébrales, on a de nouveau une réduction de risque de 19% dans le groupe traité par l'alendronate. Le seul souci, si je peux dire ça, c'est que dans l'étude ARCH, je vous rappelle, c'est le romosozumab versus alendronate, on a vu qu'il y a quand même une incidence plus élevée des événements cardiovasculaires et ça a fait que maintenant, dans le remboursement du romosozumab, on est limité pour les patients qui présentent des antécédents d'accidents vasculaires ou des problèmes coronaires.
Les discussions sont en cours parce qu'en fait, on sait que l'alendronate, en fait, il y a des études qui commencent à prouver, qu'ils ont prouvé déjà que l'alendronate donne une protection cardiovasculaire. Et c'est la seule étude où le romosozumab a montré une incidence plus élevée des événements cardiovasculaires. Alors, à partir de cette année, on a le remboursement. Les critères de remboursement sont qu'on doit avoir une fracture récente dans les dernières 2 années, une fracture majeure ostéoporotique. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la fracture du bassin, de la hanche, du fémur ou de l'humérus. Mais aussi, si la patiente présente plus de 75 ans, on peut avoir la fracture du radius ou de ulna et une fracture ou une fracture vertébrale définie comme d'habitude par une réduction de 25% de l'auteur ou 4 mm. Et en plus, on doit avoir une ostéoporose sur l'ostodensitométrie ou une autre fracture vertébrale. Selon les recommandations de Belgian Bone Club, en fonction du risque de fracture, le traitement est différent. Si la patiente présente un risque bas, on peut donner pas de traitement, on peut donner la thérapie de substitution si on est toujours dans la période possible. Si la patiente présente un risque élevé, on peut donner les antirésorptifs ou les SERM, mais si la patiente présente un très haut risque de fracture, je vous rappelle, ça veut dire qu'elle a eu une fracture de fragilité dans les 2 ans avant, alors on peut considérer la thérapie anabolique. Et comment on fait le suivi? Mais le suivi, on le fait cliniquement par l'apparition des fractures. On peut suivre la masse osseuse par une ostodensitométrie et on suit les marqueurs osseux, les marqueurs de formation ou de résorption en fonction du traitement qu'on donne. Et on évalue le risque de fracture chaque fois. Alors, comme on a vu, il y a plusieurs possibilités thérapeutiques, mais les patients qui ont une fracture imminente sont des patients à très haut risque de fracture. Alors, on s'est posé la question, mais quel est le traitement le plus approprié pour traiter ces patients pour prévenir le risque de récidive? La question qu'on s'est posée dans cette étude qui a été publiée l'année passée en Bone Reports, on a fait en fait un review de la littérature, de méta-analyses qui ont été publiées dans les dernières 10 ans, concernant les thérapies anti-ostéoporotiques qu'on a jusqu'au présent. Et on s'est posé 3 questions. Quel est le traitement le plus puissant? Quel est le traitement le plus rapide? Et comment maintenir l'effet du traitement? Vous voyez ici, concernant les fractures vertébrales, que tous les biphosphonates oraux montrent un effet significatif sur ça. Que le zolendronate et le denosozumab sont un peu plus puissants, et que les plus puissantes molécules sont celles de thérapie anabolique avec un risque relatif qui varie entre 0,13 et 0,30. Concernant les fractures non vertébrales, on voit que de nouveau les biphosphonates et les antirésorptifs sont efficaces. Le seul, c'est l'ibandronate qui ne montre pas d'efficacité contre ce type de fracture et la même efficacité on a pour les thérapies anaboliques. Concernant la fracture de la hanche, on voit de nouveau que l'ibandronate n'est pas prouvé avec une action importante. Pour la tériparatide, il y a une seule méta-analyse où l'effet a été montré pour les fractures de la hanche et pour le romosozumab aussi un seul, mais je peux dire que pour les thérapies anaboliques, on ne peut pas tirer une conclusion parce qu'on n'a pas assez d'études. Concernant la rapidité, vous voyez que les biphosphonates oraux commencent à agir après 12 mois. Alors que pour le zolendronate, denosozumab et les thérapies anaboliques, l'effet commence avant les 12 mois et pour certaines molécules comme c'est le romosozumab, on a déjà une action à partir de 6 mois. Mais on sait que les anaboliques, on peut les continuer jusqu'à maximum 24 mois. Et alors, qu'est-ce qu'on fait après? Et on sait aussi que le denosozumab, dès qu'on arrête le traitement, il y a une perte de masse osseuse assez vite. Et il y a aussi le risque de faire des fractures vertébrales multiples. Mais pour ces patients, on va continuer avec une thérapie antirésorptive. Concernant le denosozumab, il y a ici les dernières recommandations de CTS qui ont été publiées l'année passée, en disant que si le patient est à bas risque et s'il est jeune, on ne donne pas d'habitude le denosozumab comme thérapie de première ligne. Si la thérapie a été commencée et ça a duré moins de 2 ans et demi et le patient est à low risque, à ce moment-là, on peut continuer avec les biphosphonates oraux. Si le traitement est à long terme et le patient est à haut risque de fracture, on peut continuer le denosozumab jusqu'à 10 ans et après, on peut donner le zolendronate, par exemple, avec une injection qu'on fait à 6 mois
après avoir arrêté le traitement par le denosumab. Tout ça, en fait, pour garder la masse osseuse qu'on a gagnée et pour éviter le risque de fracture vertébrale après avoir arrêté le traitement. Alors, la conclusion de notre étude, c'était que pour les patients à très haut risque de fracture imminente, on conseille la thérapie par le zolendronate, denosumab et des agents anaboliques qui ont montré dans les méta-analyses une action plus puissante et plus rapide. Mais on sait tous que ces molécules sont plus coûteuses. Alors, il nous faut un outil, un score pour sélectionner les patients qui sont à très haut risque de fracture. Et commencer le Frax et le Garvan prédit en fait des risques fracturels à long terme à 5 et à 10 ans. C'est ça ce qu'on a essayé de faire dans cette étude. Dans cette étude, on a voulu savoir quels sont les facteurs de risque avec une valeur prédictive pour une fracture imminente. Pour répondre à cette question, on a utilisé les données de la cohorte Frisbee. La cohorte Frisbee, c'est une cohorte qui évalue de manière prospective depuis 2007 3560 femmes postménopausées qui sont suivies chaque année pour l'apparition de fractures de fragilité. Pour toutes les femmes, on a enregistré les facteurs de risque qui sont dans le modèle de Frax, mais aussi des facteurs supplémentaires. Les femmes, ils ont eu une ostéodensitométrie pour évaluer la masse osseuse. Et ce qui est très important, c'est que toutes les fractures sont validées par des rapports radiologiques ou chirurgicaux. L'objectif de cette étude, c'était alors de déterminer quels sont les facteurs de risque prédicteurs pour une fracture imminente. Et on a fait aussi une comparaison en fonction du site de la fracture incidente. Et on a comparé les fractures majeures ostéoporotiques, que vous connaissez tous, la fracture vertébrale, hanche, poignet et humérus, mais ce groupe aussi de fractures centrales. Vous voyez ici que dans les fractures centrales, il y a des fractures comme la fracture du pelvis ou des fractures de côte qui sont associées avec une mortalité et morbidité plus élevée que par exemple la fracture du poignet qui est dans les fractures majeures ostéoporotiques. Pourquoi on s'est intéressé à ce groupe encore plus? Une raison de plus, c'était que il y a une étude qui a été publiée en 2019 en disant que ce type de fractures centrales sont plus prédictives pour une fracture récurrente. Et ça, on a prouvé nous aussi dans la fracture Frisbee, dans la cohorte Frisbee, dans un article. Et alors, on a voulu savoir est-ce que pour la fracture imminente, les fractures centrales sont aussi plus prédictives ou pas. On a eu 114 fractures incidentes. On a eu 69 fractures dans l'année après la fracture incidente, 125 dans les 2 ans. On a analysé alors les facteurs Frax qu'on vient de discuter, mais aussi des facteurs non Frax. Et ici, on a mis les chutes, des médicaments qui peuvent agir sur la masse osseuse, la ménopause non substituée, la sédentarité et aussi des comorbidités qui ont des conséquences sur la masse osseuse. Et voilà les résultats. Tout d'abord, on a voulu savoir quel est le rôle de la fracture incidente dans le risque fracturaire à 2 ans ou à 1 an. Et alors, on a créé 2 groupes. Un groupe qui avait fait une fracture dans les premières 3 années et le groupe sans fracture. Et on a observé l'incidence de fractures à 1 an et à 2 ans. Et vous voyez bien que dans le groupe qui a présenté des fractures, le risque de faire une fracture imminente est plus élevé avec un odds ratio à plus de 3. Concernant les facteurs de risque, on a analysé tous les facteurs de risque que je viens de vous présenter. Et ici, je vous présente pour les fractures totales. Dans les analyses multivariées, les facteurs significatifs qui sont restés, c'est l'âge, surtout si la femme présente plus de 80 ans, le diagnostic de l'ostéoporose, les comorbidités, la thérapie avec les glucocorticoïdes et l'histoire de chute. En tenant compte de la valeur prédictive positive, on peut dire qu'une femme qui a plus de 80 ans, qui présente une ostéoporose selon l'ostéodensitométrie, qui a eu déjà une fracture centrale comme fracture index et qui associe une des comorbidités, elle a 10 fois le risque plus élevé de faire une fracture imminente qu'une femme qui n'a pas ces facteurs de risque. Quand on compare les facteurs de risque et la probabilité d'avoir une fracture imminente, le risque d'avoir une fracture imminente en fonction du site de la fracture, on voit bien que les fractures centrales sont plus prédictives pour une fracture imminente avec un hazard ratio de 2,5 par rapport aux fractures majeures ostéoporotiques
qui ne sont pas prédictives. Quelle était la conclusion de notre étude? C'était qu'une fracture récente augmente le risque d'une fracture imminente avec un facteur 3-4, qu'il y a des facteurs de risque avec une valeur prédictive pour cette fracture imminente, c'est l'âge, l'ostéoporose, les comorbidités et le site de la fracture, que les fractures centrales sont plus prédictives pour une fracture imminente que les MOF, et ça, c'était le premier pas dans le développement d'un modèle de prédiction fracturaire. Ce modèle a été publié cette année-ci dans le JBMR. Pour le faire, on a utilisé les données de la cohorte Frisbee et on a créé 3 modèles de prédiction pour toutes les fractures, pour les fractures majeures ostéoporotiques et pour les fractures centrales. On a pris en compte ce groupe de fractures centrales pour la raison que je viens de vous expliquer. On a eu 131 fractures incidentes, 130 fractures imminentes qui ont été classifiées dans les MOF et les centrales. On a analysé de nouveau les facteurs FRAX et les facteurs non-FRAX. On a eu 44 décès. Et pour l'analyse statistique, on a utilisé le modèle de Fine-Gray qui tient compte du risque compétitif de mortalité. Voici les résultats. Je vais vous présenter que les analyses multivariées. Ça, c'est le modèle des fractures totales. Les facteurs qui sont significatifs dans ce modèle, c'est le BMD au niveau de la hanche, l'histoire de chute et les comorbidités. En fonction de chaque facteur de risque, on a créé un homogramme. Ça veut dire que pour chaque facteur de risque, il y a ici un nombre de points. On additionne le nombre de points et on obtient ici le risque fracturaire. Si je regarde ce modèle-là, par exemple, si on a une femme qui a une ostéoporose avec un BMD de 0,75, on a 50 points. Si elle a des comorbidités, on est déjà à 14 points. Et si elle a aussi d'histoire de chute, on est à 21 points. Si on additionne ça, on obtient ici 74 points et vous voyez que le risque de fracture imminente, il est plus de 25%. Selon l'analyse de sensibilité et spécificité, dans ce modèle-là, on a conclu que les patients qui présentent un risque de 15% doivent être traités avec un NNT à 15. Pour le modèle de fracture centrale, les facteurs de risque, c'est le BMD au niveau de la NEC, c'est la fracture centrale comme fracture index, la présence de comorbidité, les chutes et l'âge du patient. De nouveau, pour chaque facteur de risque, on a un nombre de points, on additionne le nombre de points et on obtient le risque fracturaire. Pour ce modèle-là, selon l'analyse de sensibilité-spécificité, on considère qu'un risque de plus de 10% nécessite un traitement pour la prévention d'une fracture récurrente. Ça, c'est le modèle des fractures majeures ostéoporotiques. Vous voyez qu'on a les mêmes facteurs de risque que dans le modèle des fractures centrales. De nouveau, les points avec le nombre total et le risque fracturaire. Et dans ce modèle-là, selon l'analyse de sensibilité et spécificité, on traite les patients pour plus de 10% de risque avec un NNT de 19. Ici sont les courbes ROC qui montrent la relation entre sensibilité et spécificité, entre les patients qui ont fracturé et les patients qui n'ont pas fracturé. Vous voyez que l'AUC entre 0,6 et 0,8 pour tous les 3 modèles. Ça veut dire qu'on a une valeur discriminative modérée, similaire à celui de Frax et de Garvan, et c'est le modèle central qui prédit mieux les fractures. On a fait une calibration interne en utilisant le bootstrap et vous voyez qu'on a obtenu une bonne calibration avec un score de Brière qui ne change pas significatif après le bootstrap. Maintenant, la prochaine étape, ça sera de faire une validation externe et de mettre en ligne le modèle pour pouvoir calculer plus facilement le risque de fracture imminente. Quelle est la conclusion de cette étude? Mais c'est que le BMD, l'âge, les comorbidités, les chutes et les fractures centrales comme fracture index sont des prédicteurs pour une fracture imminente et qu'en combinant ces facteurs de risque, on a créé les premiers modèles de prédiction pour la fracture imminente en fonction du site de la fracture. Et pourquoi c'est important? Mais c'est parce que les modèles permettent d'identifier les patients à très haut risque de fracture et de sélectionner les patients pour le traitement.
On a créé aussi en utilisant la même cohorte Frisbee un modèle de prédiction à 5 ans. Je n'ai pas le temps de vous le présenter aujourd'hui, mais il vient d'être accepté, il est publié dans le JCOM cette année-ci. Alors, comme vous voyez, on a des traitements puissants, on a des traitements rapides pour traiter la fracture imminente. On a des outils pour sélectionner les patients pour le traitement. Mais est-ce qu'on traite vraiment les patients? C'est la question qu'on s'est posée dans cet article qui a été publié à Osteoporosis International. On a voulu déterminer quelle est la proportion de patients qui n'ont pas reçu un traitement après une fracture incidente et déterminer quels sont les facteurs de risque qui sont liés à ce traitement-là. On a utilisé la même cohorte Frisbee. On a eu 386 premières fractures incidentes avec un suivi de 9 ans. Et vous voyez bien que le treatment gap pour les fractures totales, on est à 85%. Pour les fractures majeures ostéoporotiques, on est à 83%. Et ici, il y a les pourcentages pour les fractures vertébrales, les fractures de la hanche et pour les fractures périphériques. Le traitement gap, il est moins pour les fractures de la hanche et les fractures vertébrales parce qu'en fait, ce type de fracture est repris dans les critères de remboursement en Belgique et aussi ce type de fracture est associé avec des morbidités de mortalité plus élevées que les fractures périphériques. On a voulu aussi calculer le traitement gap en fonction du risque fracturaire et vous voyez bien que si le diagnostic a été fait par l'ostéodensitométrie avec un test score moins de 2,5, on est quand même à 75%. La même chose si la patiente a présenté une fracture majeure ostéoporotique dans les antécédents et on est vraiment à 65% même s'il y avait une patiente qui avait un diagnostic de l'ostéoporose et une fracture incidente. Ça veut dire pour des patients à très haut risque de réfracture. On a fait aussi une analyse par rapport au score FRAX et vous voyez bien que plus le FRAX augmente, le traitement gap diminue. Ça veut dire que les médecins utilisent quand même dans leur consultation le FRAX. Et quand on a fait le review de la littérature, on voit que le traitement gap reste élevé parmi toutes ces études qui sont des études différentes, qu'il s'agit des études rétrospectives, qu'il s'agit des études prospectives comme c'est notre étude Frisbee ou des études faites dans les centres de référence. Et ce qui est étonnant, c'est que le traitement gap reste élevé avec le temps, même si on a maintenant accès à beaucoup de molécules pour traiter l'ostéoporose. Alors, la conclusion de cette étude, c'était que dans notre cohorte, qui est une cohorte de femmes volontaires qui n'ont pas été sélectionnées, qui sont intéressées à l'ostéoporose et au traitement, le traitement gap reste très élevé. Dans notre cohorte, le médecin traitant a reçu le résultat de l'ostéodensitométrie du patient et malgré ça, le traitement gap reste très élevé à 85%. C'est pour ça que nous, on considère que c'est la responsabilité des médecins plutôt que la responsabilité du patient et que l'ostéoporose reste quand même une maladie qui n'est pas traitée et qui n'est pas diagnostiquée. Parce que j'ai un peu du temps, je vais vous présenter, avant de passer au message final, un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. C'est la thérapie glucocorticoïde et l'ostéoporose. Vous savez que les glucocorticoïdes peuvent donner une ostéoporose parmi plusieurs mécanismes. Il y a une action sur l'absorption de calcium. Il y a une diminution de la formation osseuse par la diminution d'activité d'ostéoblastes et une augmentation de la résorption osseuse par une augmentation de rang glycante et ça donne une diminution de la masse osseuse. De l'autre côté, dans la thérapie glucocorticoïde, on peut associer un hypogonadisme qui a aussi des conséquences sur la masse osseuse et on a aussi une diminution de la masse musculaire qui augmente le risque de chute. Tout ça fait que les patients qui sont traités par des glucocorticoïdes sont considérés aussi comme des patients à haut risque de réfracture. Le traitement est différent, en fait l'indication du traitement est différente en fonction de l'âge du patient. Si on est devant une femme ou un homme qui ont plus de 50 ans, on doit traiter, si on a un diagnostic de l'ostéoporose, qui doit être fait sur la présence d'une fracture de fragilité
ou sur l'ostéodensitométrie avec un test score moins de 2,5. Si le patient ou la patiente présente une ostéopénie, on traite si le score FRAX est élevé, à plus de 20% pour les MOF et 3% pour la hanche, ou si le patient a pris plus de 7,5 mg de corticoïdes par jour, plus de 3 mois. Si par contre les patients sont jeunes, si on est devant un patient avec hypogonadisme, on doit évidemment traiter l'hypogonadisme par la testostérone et les estroprogestatifs. Si le patient ne présente pas un hypogonadisme, alors on traite seulement s'il y a une fracture de fragilité. Si le patient perd vite la masse osseuse, et ça peut être exprimé par le Z-score parce que le patient il est jeune, à moins 3 déviations standards, et le patient a reçu plus de 7,5 mg corticoïdes plus de 3 mois. Ou si le patient a pris de grosses doses, plus de 30 mg plus d'un mois. Avec quoi on peut traiter? Mais on peut traiter avec l'alendronate, l'izedronate, qu'ils ont montré dans les études cliniques l'efficacité. S'il y a une intolérance pour les biphosphonates oraux, à ce moment-là, on peut donner le zolendronate aussi. La tériparatide et le denososumab sont des alternatives, mais seulement pour des patients avec une ostéoporose sévère, qui est exprimée par une fracture de fragilité et la présence d'une ostéoporose sur l'ostéodensitométrie ou un test score moins de 3,5. Mais attention pour le denososumab parce que il y a le risque de fracture vertébrale multiple après avoir arrêté le traitement. Pour la thérapie anabolique, on n'a pas encore d'études qui montrent l'efficacité pour des patients qui sont traités par des glucocorticoïdes. Alors, quels sont les messages que je voudrais transmettre aujourd'hui? C'est que les fractures ostéoporotiques augmentent le risque d'une nouvelle fracture et sont associées avec un risque très élevé de mortalité. Et tout ça augmente substantiellement les coûts pour la société et le système de santé. Que le risque de fracture récurrente, selon les dernières études, est maximal dans les 2 années qui suivent la fracture incidente et que cette période-là, on l'appelle risque de fracture imminente. Et c'est important parce que les patients sont à très haut risque de réfracture. Que maintenant, on a développé, en utilisant les données de l'accord Frisbee, un modèle de prédiction pour les fractures imminentes qui peut sélectionner les patients pour les nouvelles thérapies. Et on a aussi créé le modèle de prédiction à 5 ans. Que malgré le fait qu'on a des médicaments très efficaces et qu'on a cet outil pour sélectionner les patients, étonnamment, le treatment gap reste plus de 80% et qu'on considère que c'est notre rôle pour diagnostiquer et traiter les patients parce que l'ostéoporose, c'est une maladie avec des implications importantes pour l'individu, mais aussi pour la société. Et je vous remercie à vous et je voudrais aussi remercier à professeur Baudy et à toute l'équipe Frisbee pour tout le travail qu'on fait et qu'on va faire ensemble. Merci beaucoup et j'attends vos questions. Merci beaucoup pour cet exposé particulièrement complet. Je pense que ça va susciter un certain nombre de questions. Vous pouvez peut-être arrêter le partage d'écran et on peut comme ça alimenter la discussion. D'accord. Alors, question d'abord qu'un doigt se lève. Bon, je vais peut-être commencer. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans toute la stratégie par rapport à d'autres traitements préventifs, et je fais le comparatif avec l'hypercholestérolémie, comment ça se fait que dans le cas de l'ostéoporose, on n'a pas fait ce qu'on fait d'habitude, à savoir prévention primaire, prévention secondaire? Ça me semblerait plus clair. Alors, j'ai bien compris qu'ici, c'est les très hauts risques de fracture, on va retrouver surtout de la prévention secondaire, mais ça me paraît plus clair à la fois conceptuellement, mais également par rapport à la façon de convaincre les patients d'être traités. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à cela? Malheureusement, en fait, après la ménopause, toutes les femmes sont prédisposées à avoir cette ostéoporose.
Le traitement préventif, si je peux dire ça, dans le stade d'ostéopénie ou de BMD normal, c'est le traitement par calcium et vitamine D. Ça, c'est important d'avoir ce taux de vitamine D qui est tout à fait normal avec le calcium pour protéger contre l'ostéoporose. Et puis, quand on a déjà une fracture de fragilité ou quand on a déjà un diagnostic de l'ostéoporose sur l'ostéodensitométrie, on doit commencer un traitement. Mais on est limité aussi par rapport à la durée du traitement. Et parce qu'on sait que, par exemple, pour l'alendronate, on a 10 ans, pour le zolendronate, on a maximum 6 ans. Le denososumab, maintenant, comme vous voyez, on ne peut plus l'arrêter parce que sinon, il y a le risque de réfracture. Alors, on essaie de tarder un peu la période du traitement pour pouvoir couvrir la période de haut risque de réfracture. Et moi, je vois la prévention primaire en donnant vraiment de calcium et de vitamine D, mais dès qu'on a un facteur de risque, dès qu'on a une fracture ostéoporotique, on a un diagnostic de l'ostéoporose, on doit commencer un traitement. Et puis, on fait des périodes où on arrête le traitement, on suit le patient par l'ostéodensitométrie ou par les marqueurs osseux, et puis on recommence. C'est un traitement qu'on doit continuer à le donner. Question, commentaire? Alors, Jean-Pierre. Quand vous avez la certitude que la patiente ou le patient, mais prenons la patiente, a une ostéoporose compte tenu de son état général et que la densitométrie osseuse ne correspond pas à la réalité, c'est-à-dire à un score de moins 2,5, est-ce que le fait de faire une densitométrie du cubitus, par exemple, peut remplacer la densitométrie de la colonne vertébrale, ou bien au point de vue réglementation de l'INAMI, il n'y a pas de remboursement si on ne fait pas une densitométrie de la colonne vertébrale plutôt que celle du cubitus qui montre en fait l'ostéoporose. Oui. En fait, concernant les critères l'INAMI, malheureusement, on est limité à la hanche et la colonne vertébrale pour regarder la masse osseuse. Mais c'est vrai que pour la colonne vertébrale, si on a par exemple des tassements ou si on a des prothèses vertébrales ou des choses comme ça, des fractures, des antécédents de fractures, il y a une surestimation de la masse osseuse. On ne peut pas se baser sur l'ostéodensitométrie. À ce moment-là, si on a des antécédents de fractures vertébrales qui sont déclarés par la patiente, par exemple, ou si on a une diminution en taille de la patiente, on peut demander au cours de l'ostéodensitométrie de faire le VFA, l'évaluation des fractures vertébrales, et on voit bien s'il y a une réduction de l'auteur de vertèbres de plus de 25% ou 4 cm, alors on est devant une fracture vertébrale. Mais pour les fractures de poignet, ce n'est pas dans les critères INAMI. On l'utilise souvent, par exemple, quand c'est un hyperparathyroïdie primaire, à ce moment-là où on fait l'ostéodensitométrie au niveau de l'avant-bras, parce que c'est surtout l'os cortical qui nous intéresse. Mais malheureusement, pour le remboursement, la DEXA au niveau de radius, ce n'est pas reprise de temps. Ouais, ben, la question des remboursements, j'ai vu passer aussi, on a brièvement vu passer avec le Romozo les conditions, et donc il y a été une fracture précédente, et donc on était bien dans une prévention secondaire, mais il fallait en plus un DEXA en dessous de 2,5. Alors que vous avez bien montré que le DEXA tout seul n'est pas du tout excellent comme élément. Donc, c'est un peu contradictoire, mais enfin, ça, on a l'habitude avec les conditions de remboursement de l'INAMI. Brigitte Velkenis, Brigitte, tu as une question? Oui, d'abord, merci pour cette très belle présentation. En ce qui concerne l'étude Princeps du romosozumab qui a été publiée dans le New England, vous démontrez bien un risque relatif qui diminue à 75%, mais quand on regarde le risque absolu, et la diminution absolue, elle est de 1,3%, et donc le NNT est à 77. Hein. Maintenant, il y avait quand même des grosses critiques, il me semble, dans l'inclusion de ces patients qui n'étaient pas toujours représentatifs des patients européens. Il y avait beaucoup de patients, je pense, qui venaient d'Amérique du Sud et qui avaient un risque fracturaire déjà d'avance qui est différent de ce que le risque fracturaire ici. Et j'aimerais aussi que vous commentez sur les effets secondaires, sur les fractures atypiques, par exemple sur le fémur et les risques dentaires. Oui, c'est ça. Mais en fait, on a pour tous les biphosphonates oraux, zolendronate et le denososumab, on a ce risque
ostéonécrose de mâchoire et fracture atypique du fémur. Pour tous les patients, en fait, avant de commencer, on demande quand même un avis stomato parce que s'il y a des interventions, des implants et des choses à faire, il faut les faire avant de commencer le traitement, vu que voilà, les médicaments restent beaucoup dans l'os. Concernant les anaboliques, dans l'étude qui a été faite versus, enfin, la première étude de romosozumab, ils ont montré la même chose. Il y avait la même incidence d'ostéonécrose de mâchoire et de fractures atypiques que dans le groupe de nosozumab, mais par rapport à l'alendronate, il n'y a pas de différence. Ici, il n'y avait pas plus pour les thérapies anaboliques que pour le romosozumab que pour les biphosphonates en tout cas. Ok, merci. Si je peux complémenter, Elie. Oui, Jean-Jacques. Si je peux complémenter ce que Laura vient de dire, ce que Brigitte vient de dire aussi. Bon, l'ostéonécrose, effectivement, est un problème, mais c'est un problème qui est considérablement exagéré. Moi, j'ai la chance de travailler au niveau de l'Europe avec le CTS, Société européenne des maladies osseuses, et manifestement, c'est notre pays qui est on a le plus de dentistes et de stomatologues qui vraiment exagèrent considérablement ce risque. J'ai quelqu'un qui n'a pas de problème dentaire visuel, qui a une hygiène dentaire correcte. Le risque avec un traitement bien conduit est sans doute de 1 sur 30 000 ou 1 sur 40 000. Donc, c'est extrêmement faible. C'est un frein considérable dans notre pays pour le traitement. Ça explique en partie le treatment gap. Et je crois qu'il y a, pour l'expliquer aussi, il y a une négligence de la part des médecins pour cette maladie dont on pense qu'elle ne touche que les personnes âgées. Et quand on entend les jeunes médecins, parfois on entend les réponses du style oui, mais il faut bien que les vieux meurent de quelque chose un jour. Donc, ça, c'est une réponse que je ne veux plus entendre. Et donc, je crois que Laura a très bien répondu à ça. Je voudrais bien juste faire un commentaire sur la masse osseuse au niveau du radius. Le problème du radius, c'est la variabilité absolument énorme. Et donc, il est impossible de suivre une ostéoporose, même en mesurant cette masse osseuse de façon fréquente, il est impossible de suivre correctement le radius. Donc, ça ne me choque pas que la masse du radius ne se trouve pas dans les critères INAMI. Voilà. OK. Donc, merci pour ce rappel par rapport à la prévalence de l'ostéonécrose de la mâchoire. Je pense qu'il faut rappeler que l'histoire des ostéonécroses de la mâchoire, ça a surtout été des patients qui avaient des cancers, surtout des cancers du sein, des métastases osseuses, et à qui on donnait des doses extrêmement importantes de biphosphonate. Et donc, c'est là qu'on a été alerté. Et après, quand on regarde effectivement les complications d'un traitement, je dirais, conventionnel, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est vraiment mineur et c'est effectivement un frein. Tout à fait. Je veux juste complémenter ce que tu dis, que j'ai beaucoup travaillé sur l'ostéonécrose de la mâchoire chez les patients cancéreux quand ça travail abordé. Alors là, effectivement, là, tu as un risque. On donne encore évidemment ces médicaments. J'ai participé beaucoup à l'élaboration de schémas thérapeutiques chez ces patients. Le risque d'ostéonécrose, là, est de 1 à 2% par an, qui est considérablement différent, évidemment, est totalement plus élevé que les chiffres que je viens de dire pour les patients atteints d'infections osseuses bénignes. Et en fait, c'est dans le myélome que tu as le risque le plus élevé, vraisemblablement parce qu'ils ont des corticothérapies aussi. Et une formation osseuse moindre, typique du myélome. Donc, le risque le plus grand, c'est le myélome, puis la prostate et puis le sein. Et l'ostéoporose se trouve beaucoup, beaucoup plus loin. Frédéric, tu avais une question? En fait, bonjour, ça a déjà été abordé. Donc, ma question, c'était par rapport au risque d'ostéonécrose avec le chromosome, et ça a été abordé. Mais donc, je change de question alors. Et donc, dans l'ostéoporose cortisonique, le fait d'avoir effectivement ce traitement par stéroïde, finalement, nous situe alors quelque part par rapport à ce risque d'ostéonécrose mandibulaire entre le 1 sur 30 000 et le 1 à 2% par an. Non, je ne dirais pas ça. Ça augmente, c'est effectivement un facteur de risque. Donc, les stéroïdes sont un facteur de risque, tout comme le tabagisme.
Donc, on ne peut pas dire qu'à cause de ces facteurs de risque, on se retrouve dans des zones de 1% par an. Oui, j'ai bien compris, on est entre les deux, mais ce serait plutôt… Oui, mais quand même nettement moins. Mais il n'y a Ouais. pas de chiffre précis pour vous D'accord. répondre. Est-ce que c'est 1 sur 10 000, 1 sur 20 000? Déjà, quand je dis 1 sur 30 000, certains vont me dire que c'est même déjà trop, que c'est peut-être 1 sur 50 000. Quand vous avez une fréquence d'effets secondaires qui est tellement rare, c'est très difficile d'avoir un chiffre précis, évidemment. Oui. Ce qu'on sait, c'est que c'est fonction de la durée du traitement. Donc, si vous traitez quelqu'un par un bisphosphonate intraveineux, classiquement, les guidelines américains, c'est pendant 3 ans. Oral, classiquement, c'est pendant 5 ans. Donc, si vous faites des traitements plus longs, le denosumab aussi, mais classiquement, c'est 10 ans ou 5 ans. Certains continuent, comme l'oral a dit, d'autres arrêtent plus tôt. Donc, il y a différentes recettes, je dirais, chacun a ses propres recettes. Donc, la durée du traitement influe aussi sur le risque, évidemment, ce qui est logique. On a une idée du gap de non-traitement ostéoporose cortisonique versus ostéoporose ménopause. J'ai l'impression qu'on est peut-être plus vigilant lorsqu'on instaure un traitement corticoïde dont on sait que la perte osseuse risque d'être rapide et importante pour être plus actif, je dirais, dans la prescription notamment d'alendronate. Non, c'est une bonne question, Élie. Je ne pense pas qu'il y ait des chiffres. En tout cas, on est en train de faire au niveau du Bull Club de faire une revue là-dessus, et je ne pense pas qu'il y ait des chiffres précis sur le treatment gap dans le traitement cortisonique. Ce que tu dis, je vais là flatter pas mal de gens dans l'odeur, notamment toi. Je crois que les internistes s'occupant de maladies où ils donnent des cortisones vont être plus attentifs aux différents effets toxiques. Je peux te garantir qu'il y a beaucoup de spécialités, je ne vais pas ici les citer, où on ne s'occupe absolument pas de ce risque, de tassement vertébraux. C'est le risque numéro 1, hein. C'est une fracture vertébrale. Et j'ai connu des patients dont finalement la multiplication de fractures vertébrales leur cause beaucoup plus de problèmes que la maladie originale pour laquelle ils ont reçu des corticoïdes. Oui. Enfin, ce qui est un peu de nouveau contraire à la bonne pratique, c'est que dans les recommandations de remboursement, enfin, dans les critères de remboursement des biphosphonates dans l'ostéoporose cortisonique, on demande que le patient soit déjà traité depuis quelques mois, alors qu'on sait que c'est dans ces mois-là qu'on va perdre de l'os, quoi. Donc, tout à fait. C'est comme tu as dit. Donc, on devrait pouvoir intervenir sur ces critères de remboursement et préciser, non pas qu'on est déjà traité, mais qu'on va traiter. Donc, on va commencer à traiter un patient, je ne sais pas, avec une PPR ou un autre traitement, on sait que ça va être un traitement de longue durée, on devrait pouvoir l'instaurer directement. Tout à fait. Mais bon, je dirais à ça que, bon, comme tu as dit très bien, modifier les critères de remboursement, c'est extrêmement compliqué. Essayer de convaincre les amis, nous avons déjà effectivement ces bonnes chances. Et ceci dit, il faut quand même dire, vous avez des bisphosphonates oraux qui sont remboursés immédiatement, qui sont en B. Et donc, on peut très bien commencer l'alendronate, même en générique, ça ne coûte quasiment rien du tout. L'alendronate, le risédronate est également efficace, a été démontré efficace dans des études contre placebo pour diminuer le risque de fracture dans l'ostéoporose cortisonique également. Et donc, on peut commencer avec ces bisphosphonates oraux qui coûtent quasiment rien, pour lesquels il n'y a pas de demande de remboursement à faire. Donc, je persiste à dire que c'est la négligence des médecins qui est plus en cause. OK. Bien. Je pense que, je ne sais pas si on a fait le tour, mais enfin, on a quand même bien avancé. Je pense que ce serait utile peut-être en fonction de l'exposé d'ailleurs, qu'on puisse introduire dans les protocoles de DEXA ces facteurs de prédictifs-là et de ne pas uniquement s'arrêter au moins 2,5 par exemple pour traiter, mais intégrer cela comme on l'a bien montré, mais que ça puisse figurer finalement dans le compte-rendu toutes ces nouvelles, finalement, tous ces nouveaux algorithmes décisionnels. Et si je peux me permettre de répondre de nouveau à la place de Laura, excuse-moi Laura. Mais en fait, le score FRAX se trouve doit être maintenant inclus dans les protocoles de densitométrie. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ce que Laura n'a pas eu le temps de montrer,
Et nous avons également démontré que le score FRAX belge, il n'était pas correct. Désolé d'être aussi clair, mais au niveau de l'estimation du risque de fracture ostéoporotique majeure, donc on appelle les MOF, en fait, il est même totalement incorrect parce qu'on sous-estime ce risque parce qu'il n'y avait pas de données belges à l'époque sur l'incidence des fractures autres que la hanche. Et donc, ça ne peut pas rentrer dans les détails, mais le risque de le risque de fracture ostéoporotique majeure estimé par le FRAX belge n'est pas correct. Nous n'avons pas les moyens de le corriger parce que les données FRAX appartiennent à ceux qui ont conçu le FRAX et donc il n'est pas possible de corriger. Mais il y a eu un éditorial accompagnant notre article disant qu'il faudrait effectivement corriger cette erreur. Il n'y a pas d'autre terme. OK. Eh bien, merci encore et à la semaine prochaine.